plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Aujourd'hui encore, nous y allons avec votre magazine de tout le jour, Moi-ci. Spécialement aujourd'hui, nous allons recevoir des femmes, mais aussi un homme, pour débattre autour de cette thématique importante. Il s'agit bien sûr de la place de la femme vivant avec handicap dans le développement de la République démocratique du Congo. Nous avons l'honneur de recevoir la présidente de l'association Handicap Zéro, mais aussi nous avons également l'honneur de recevoir M. Cédric Tshikouma qui apportera des précisions juridiques liées à cette question. J'aimerais commencer cette émission avec déjà vous, Madame Sergine, qui est présidente de l'association Handicap Zéro. Pour la petite histoire, depuis combien de temps vous existez? Bon, avant tout, je dis d'abord merci à Zoom-Eco de l'opportunité qu'il nous a accordée pour que nous puissions nous exprimer et parler surtout de cette question qui semble petite, mais c'est aussi une question capitale parce que ça touche un grand nombre de la population congolaise. Environ 15 millions de Congolais sont personnes avec handicap. 15 millions. Donc, ben oui, c'est vraiment important. Alors, pour répondre à la question que vous venez de me poser, cette ONG existe depuis 2015. Je l'ai créée sur base d'un constat. C'était un jour, on célébrait la journée des personnes avec handicap. Moi-même étant aussi personne avec handicap, j'étais invitée dans cette manifestation. Et puis j'ai vu comment ça se passait. Il fallait qu'on donne aux personnes avec handicap, rien que pour ce jour-là, le 3 décembre, quelques gobelets de riz, quelques kilos de, je crois, de maïs, de farine de maïs. Des vivres. Bon, des vivres, mais ça représentait rien du tout. Quantité négligeable. Très négligeable. Alors je m'étais dit, pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce qu'ailleurs, ils vont bien manger? Même à la fin de l'année, on leur donne ce qu'il faut pour fêter les fêtes de fin d'année, et qu'à ces personnes avec handicap, qui sont aussi des personnes comme toute autre personne, les personnes avec handicap ici en République démocratique du Congo ont le même droit que tout le monde. Parce que nous, les Congolais, nous sommes tous sur le même pied d'égalité, juridiquement parlant. Alors c'est comme ça que l'idée m'était venue. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir un monde où il n'y aurait pas d'handicap, où on ne parlerait pas d'handicap? C'est vrai, physiquement, on peut remarquer que la personne a un handicap, mais il faut que nous arrivions à ce monde-là moralement, de dire que non, Chou est comme moi je suis comme Chou, et c'est à partir... On en parlera pendant cette émission. Vous n'êtes pas seul, oui. Vous êtes venu avec, vous êtes fait accompagner d'une dame qui est également membre de cette association Handicap Zéro. Elle s'appelle Madame Déborah Mbouako. Bienvenue. Merci. Vous êtes simple membre. Qu'est-ce que vous aimeriez bien qu'on dise de vous qui n'est pas dit ici, en dehors d'être membre de l'association? Oui, je m'appelle, j'essaie un peu de corriger. Mon nom c'est Déborah Mbouako. Voilà. Déborah Mbouako, je suis membre de l'ONG Handicap Zéro. Et je suis ingénieure, j'ai terminé à l'INBTP et je travaille à l'ONATRA. Très bien, merci. On va revenir à vous pour 2-3 petites précisions. Monsieur Cédric Tshikouma, vous n'êtes pas une femme, on l'a remarqué, vous êtes un homme, mais vous vous intéressez quand même aux questions liées à l'handicap, surtout aux personnes vivant avec handicap. Et tout à fait. Un homme, bien sûr, genré. Oui. Donc, c'est Maître Cédric Tshikouma. Je suis aussi membre de l'ONG Hope for Handicap, qui œuvre aussi dans le domaine de l'handicap. Donc, alors, Madame Sergine, aujourd'hui nous parlons de cette place qu'occupe la femme vivant avec handicap en RDC. Commençons d'abord par la place que lui accorde le gouvernement congolais. Sentez-vous, vous sentez un tout petit peu, en quelque sorte, valorisé par ce gouvernement? Bon, qu'est-ce que je veux dire? D'abord, il faut prendre cette question. Je pourrais répondre à cette question à deux volets. Avant de parler de la femme, parlons de l'homme avec H majuscule. Oui, oui. Je parle d'abord de l'homme avec majuscule. C'est vrai, il y a la question de la femme qui intéresse beaucoup plus les institutions et surtout les chefs de l'État. C'est pas pour rien qu'au niveau de la Constitution, on a même garanti cette parité. Pourquoi? Pour qu'il y ait plus de représentativité de la femme dans les institutions qui nous gèrent, qui nous dirigent. Mais je veux parler aussi de la femme vivant avec handicap. Parler de la femme congolaise, oui, mais il y a aussi la femme vivant avec handicap. Alors, là, nous voyons qu'il y a deux combats déjà à mener. Parce que la femme congolaise est en train de mener d'abord un combat pour
qu'on puisse reconnaître ses droits, pour qu'on puisse accepter que cette femme ait les mêmes droits que l'homme, que cette femme puisse participer aujourd'hui dans toutes les institutions de la même manière, avec le même quota que l'homme. Et c'est aussi le combat que mène la femme avec handicap, mais elle commence d'abord par mener un combat de se faire accepter dans la société, de se faire respecter par les autres femmes dans la société. Vous voyez un peu, le combat est double. Je prends mon exemple à moi. J'ai commencé à étudier, j'ai fait le journalisme, journaliste de formation, mais je devais couvrir par exemple les manifestations comme tout journaliste, sans excuse. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois, moi, parce que j'ai un handicap physique, je dois fournir doublement d'efforts, plus que la personne, la femme vivante, la femme soi-disant valide. Parce que moi, je dois me faire accepter. Je dois prouver que je suis capable, moi aussi, de réaliser tel reportage. Je dois prouver que je suis capable, moi aussi, d'écrire un tel papier. Donc, vous voyez, le combat, c'est à deux niveaux. Est-ce que la société est également hospitalière envers vous? C'est ça aussi le problème. La société ne facilite pas la tâche. Déjà, si la femme, entre guillemets dite valide, connaît déjà des problèmes pour accéder à ses droits, pour elle être promue facilement, et imaginez un peu pour la personne avec handicap, cette femme-là, elle doit encore mener un grand combat dans ces pays. Madame Déborah, on doit le dire, vous êtes également une femme vivant avec handicap. Vous vous sentez un tout petit peu, je le dirais avec mes mots, vilipendée, trahie, un tout petit peu marginalisée? Bon, en fait, nous trouvons des contraintes dans la vie, mais dans ma conception, de voir des choses... Vous, personnellement, vous sentez comment face à la société ou dans la société? En fait, je me fais d'abord accepter moi-même. En fait, je ne mets pas mon handicap comme en évidence, mais ça fait partie de mes données pour résoudre tous mes problèmes. Okay. Alors, quand je cherche à résoudre des problèmes, ça fait partie des données. Donc, si j'ai besoin d'une solution, ça fait partie des problèmes. Donc, ça ne va pas vraiment réduire le résultat de ma solution parce que c'était déjà intégré dans les données. Mais je ne cherche pas à... Je ne vis pas... Quand je vais faire quelque chose, donc, je ne mets pas d'abord mon handicap avant toute chose. Des fois, j'ai fait même abstraction de ça. Mais qu'est-ce qui fait à ce que les femmes vivant avec un handicap sont pour la plupart majoritaires? C'est le manque de prise de conscience ou c'est la société qui vous offusque cette volonté d'y aller? Là, je n'ai pas bien compris majoritaire, c'est-à-dire... Elles sont minoritaires. C'est-à-dire, quand on va dans les entreprises, quand on va sur d'autres milieux professionnels, les femmes sont... On parle déjà des femmes vivant avec handicap, elles sont minoritaires, c'est ça le mot qui arrive. Oui. Est-ce que c'est parce que vous êtes un tout petit peu repoussé par la société ou simplement parce qu'elles ne prennent pas conscience? La conscience, là, elles n'osent pas. Bon, la conscience, je pourrais parler de ça après, mais ça commence dans la famille. Là, je ne fais même pas liaison tout simplement à la femme, mais la façon dont même la famille congolaise cherche donc la façon dont elle voit la personne vivant avec handicap. En fait. Je pourrais même vous dire, il y a d'autres personnes qui sont vivant avec handicap, mais qu'on ne les appelle pas par leur nom. On dit coca. Donc, quand tu fais déjà ça, c'est comme si tu es en train de les montrer les doigts. Tu le fais voir que tu n'es pas comme moi, tu le fais voir que tu es déjà faible. Alors, c'est-à-dire, il est déjà démoralisé. Vous vous sentez diminué. Voilà. Alors, si vous sentez... Ça vous décourage dans votre lutte de vouloir égaler l'homme. Voilà. C'est comme si... C'est comme Madame Gino qui était en train d'expliquer. Avant même que tu commences à aller dans les combats, il y a quelqu'un qui est venu déjà te donner un coup pour t'affaiblir. Par rapport à sa façon de voir les choses. Merci. Alors, madame, je veux encore revenir à vous. Cette situation, avant de prendre notre invité, homme qui s'impatiente déjà, cette situation qui semble faire très mal, comment vous faites pour vivre avec? Aujourd'hui, vous êtes un modèle. Je vais parler un tout petit peu de vous. Lorsqu'on parle de journaliste, vous êtes cité. Face à cette... à cette navigation contre-courant, comment vous avez fait pour y arriver? En tout cas, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, pour compléter un peu, parce que je vais revenir à la question, mais pour compléter un peu Déborah, je voulais dire ceci. Le combat, nous le menons. C'est vrai, nous sommes maintenant adultes, mais le combat, comme a dit Déborah, c'est au niveau de la famille. Déjà, la société ne nous facilite pas la tâche. Les différentes familles... Le gouvernement.
Non, non, je ne parle pas du gouvernement directement, parce que tout doit commencer d'abord au niveau Vous de ne la parlez base. pas du gouvernement parce que Pas ça directement, va, parce je que, vais parler du gouvernement, parce que les mais choses pas évoluent pas bien. pour l'instant. Ah, Je ok. parle d'abord de la famille, Ok. parce qu'on doit commencer par encadrer les différentes familles. Surtout les familles où il y a des personnes avec handicap, même dans les familles où il n'y a pas de personnes avec handicap, pour ne pas rejeter ces enfants-là. Pourquoi je dis ça? Je prends encore mon exemple. J'ai terminé mes études primaires. Je termine, ma mère à moi m'amène dans un centre village Bondeko. Elle m'amène là-bas, elle dit, bon, je dois aller apprendre un métier quelconque, alors que j'étais une enfant brillante à l'école primaire surtout. Mais elle m'a amenée là-bas. Et on arrive avec mon certificat, c'est les superviseurs qui étaient là. Et en me voyant, il me regarde, il dit, non, maman, pourquoi tu amènes cet enfant ici? Cet enfant peut étudier dans une école normale avec les autres enfants. C'est ça même l'éducation inclusive. Et c'est comme ça que j'ai eu cette chance-là. Mais si ma mère n'était pas informée ce jour-là, que non, parce que pour elle, comme j'étais une personne avec handicap, et surtout à cette époque-là, toutes les filles vivant avec handicap ne faisaient que la coupe et couture. Et donc, il y a plusieurs filles qui ont connu la même situation que Exactement. vous, désorientées de leurs engagements. Exactement. Donc, c'est un travail qui doit être fait d'abord au niveau de la maison, au niveau de la famille, et on doit commencer par sensibiliser cette famille-là, de façon à donner une place qu'il faut à cet enfant, et cet enfant se sentira aimé d'abord par sa famille, et puis après, le fait que l'enfant se sente aimé, l'enfant va s'aimer aussi dans l'état dans lequel il se trouve. Et c'est comme ça que ça va avoir de répercussions dans la société. Les autres aussi vont nous accepter par rapport à ce que nous allons leur présenter. Déborah l'a dit tantôt, il faut accepter son handicap. Aujourd'hui, pour revenir maintenant à la question, si je suis celle que je suis, je me suis battue, oui. Mais d'abord, ça a commencé par moi-même. Il fallait que j'accepte d'abord cet handicap. Que je me dise, je ne suis pas comme Shungu. Je ne sais pas courir, moi. Je ne sais pas faire ceci. Il y a de limites. Je dois, moi, reconnaître d'abord ça. Que non, je suis celle que je suis. Et avec ce que j'ai, avec ce que Dieu m'a donné, je peux, moi, contribuer à la limite de moyens que moi, je présente. Donc, c'est-à-dire, si je ne sais pas courir, je vais dire à Shungu, Shungu, je ne sais pas aller prendre telle chose, Shungu va m'aider. En retour, moi, je vais travailler et puis je vais donner le meilleur de moi-même par rapport à ce que... Parce que c'est ça la complémentarité. On dira que les personnes avec handicap, oui, je vis avec un handicap, ça se voit. Mais il y a des personnes avec handicap pour lesquelles leur handicap n'est même pas visible. Mais c'est une personne avec handicap. Est-ce que les femmes même... vivant avec handicap peuvent-elles être utiles dans la société congolaise, mais également participer comme actrices du développement de la République démocratique du Congo? Elles le peuvent. Madame, je vous pose la question et on va faire parler le maître. Oui, bien sûr. En quoi faisant? Puisque déjà vous reconnaissez que vous êtes privé de beaucoup de droits, vous reconnaissez que la nature n'a pas été très agréable avec vous. Écoutez, la société peut-elle compter sur vous? La République, la RDC peut-elle aussi avoir un regard rivé vers vous pour dire qu'il y a une place? Oui, mais bien sûr, comme au début, je vous avais dit qu'on nous donne la chance. Moi, la chance que j'avais, j'ai étudié. Aujourd'hui, je vous ai dit que je travaille quelque part. Donc, quand je travaille quelque part, ça fait aussi déjà des années. Je suis en train de donner. Donc, c'était une méritocratie ou un favoritisme? Ce n'est même pas un favoritisme parce que mes collègues ne sont pas là. Par curiosité, si vous passez là-bas, vous allez trouver que je suis parmi les meilleurs. Très bien. Alors, maître Cédric Tchikouma, je vais vous prendre sous cette casquette puisque nous allons interroger le droit. La loi congolaise protège-t-elle les personnes vivant avec handicap? Particulièrement, nous parlons des femmes aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. D'ailleurs, d'entrée des jeux, je veux remercier Zumeko pour cette initiative que je trouve vraiment patriotique. C'est très important d'aborder cette question vraiment de vulnérabilité. Excusez-moi. Donc, la Constitution, qui est notre loi mère, loi de base, consacre, bien sûr, dans ses articles 12, 13, 49, la protection des personnes vivant avec handicap, notamment de vulnérabilité. Puisque dans son article 12, la Constitution dit que tous les Congolais ont droit à un traitement égal. Tous Congolais sont égaux devant la loi, là y compris les vulnérabilités. On peut avancer encore l'article 13 qui stipule que
tous les Congolais, dans l'accès aux soins de santé, dans l'accès à la vie professionnelle, sont égaux plutôt face à la loi. Donc, il n'y a pas de distinction qui peuvent être faites sur les personnes vivant avec handicap ou des tribus ou telle autre race. Donc, tous les Congolais sont égaux devant la loi. On peut avancer même plus loin dans l'article 49 qui dit que les personnes âgées, les personnes de troisième âge, y compris les personnes vivant avec handicap, ont droit à un traitement particulier. Donc ça, c'est consacré par la Constitution. Mais il y a encore la bonne magie de cette Constitution qui appelle au fait aux parlementaires de faire une loi organique pour mettre en pratique cette protection, ces soutiens que doit le gouvernement aux personnes de troisième âge et aux personnes vivant avec handicap. Ça, c'est la Donc, loi. je pense qu'au niveau de la Constitution, oui, il y a suffisamment de la matière pour protéger les vulnérabilités, peut-on y dire que compris ce les sont des personnes vivant avec discours handicap. inactifs et sans résultat Si au regard de la situation? nous respectons la Constitution, c'est qu'a consacré la Constitution est sacrée. Permettez-moi la tautologie. Mais la réalité sur le terrain... La réalité sur le terrain, je vais avancer. Vous allez voir qu'en 2006, les Nations Unies ont mis en place une convention sur les États pour la protection des droits des personnes vivant avec handicap. Mais vous constaterez que la RDC a ratifié, bien sûr, mais a adhéré pleinement en 2015. Il y a déjà un problème de volonté politique. Donc, de 2006 à 2015. Pour avancer, vous constaterez aussi que la sénatrice F. Bazaïba, à l'époque, en 2015, avait proposé une loi pour la protection des personnes vivant avec handicap. Là, on est en mars 2015. Mais aujourd'hui, on est en 2021. Il y a une rentrée parlementaire. Il faudra encore aller vérifier si réellement cette matière est reprise dans cette session parlementaire pour la traiter. Qu'est-ce qui justifie ce manque de volonté politique, à votre avis? Puisque vous l'évoquez. Et je pense que les parlementaires, les députés surtout, sont à la base au fait de ces retards, parce qu'il revient à ces députés, puisque dans leur base, dans leurs électeurs, il y a bien sûr des personnes vivant avec handicap, y compris dans leur famille. Donc c'est une minorité, c'est une vulnérabilité. Il faudra que les députés puissent prendre à bras le corps cette proposition de loi, la mener à la Chambre basse, en débattre, et la faire couler en force de loi pour en fait, venir en aide. En ce qui me concerne, je pense que c'est au niveau du Parlement, c'est au niveau de l'Assemblée nationale que ça bloque. Parce que depuis 2015, la sénatrice avait déposé la proposition de loi. On est en 2021, rien n'est fait jusque-là. Donc il y a... Oui, allez-y, madame. Oui, la loi, pour compléter un peu ce que Maître Cédric venait de dire, la loi a été effectivement déposée par la députée F. Bazaïba au cours de cette législature. Non, en 2000, je crois, 19, okay. En début de la législature actuelle. Et la loi a été débattue au niveau de l'Assemblée nationale. 2019. Hein? Oui. 2019. En 2015, mais il y avait des problèmes. La loi avait connu, en fait, je ne sais pas comment je peux appeler ça, c'est blocage ou quoi. Bon, ça regarde. Mais je pense que c'était un problème politique. Bon. Là, je n'entre pas parce que ça fait partie de particularités des appartenances politiques de Bazaïba et consorts. Mais en 2019, la loi a été effectivement déposée au niveau de l'Assemblée nationale. Ça a été débattu. La loi est déjà votée au niveau de l'Assemblée nationale. La loi attend seulement sa seconde lecture au niveau du Sénat. Mais nous, au niveau de notre ONG, nous avons soulevé beaucoup d'insuffisances. Nous pensons que la loi, telle que ça a été voté au niveau de l'Assemblée nationale, ça n'est garanti à rien la protection de cette personne avec handicap. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses. J'ai essayé de lire ces textes de loi. Il y a beaucoup de choses que nous devons encore obtenir, soit du côté de la primature, soit du côté de la présidence, soit du côté de certains ministères, parce que vous savez bien, la question du handicap, c'est une question transversale. Et donc la loi ne tient pas... La loi n'est pas, je dirais, la loi n'est pas vraiment complète. Elle n'est pas complète. Oui. Et nous voudrions... Vous n'avez pas été associé. On n'a pas été associé. Cela ne dérange en rien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des ONG qui ont travaillé pour qu'on puisse avoir cette loi. Donc moi, ça ne me dérange pas le fait que je sois là ou pas.
pas. Si on ne m'a pas associé, ça ne me dérange pas. Mais seulement, j'ai lu la loi. Je me suis dit, par rapport à mon état physique, moi-même, personne avec handicap, je ne me retrouve pas dans cette loi. C'est une loi qui doit être améliorée. C'est pourquoi nous sommes proposés d'amener des amendements au niveau du Sénat, parce que la loi sera examinée en seconde lecture. Mais hier, j'ai suivi le président de l'Assemblée nationale en parler. C'est comme si la loi va encore une fois de plus revenir à l'Assemblée. Mais nous allons travailler pour ça. Nous allons amener des amendements de façon à ce que la loi soit plus concrète, soit plus directe, soit plus complète. Pourquoi je dis ça? Regardez dans un pays comme, par exemple, je parlerai de... J'avais noté ça. Je parlerai par exemple de Burkina Faso. Oui. Je crois que j'ai perdu là où j'avais noté. Pas de souci. Je parlerai par exemple de Burkina Faso. On va revenir à vous, oui. Je parlerai par exemple de Burkina Faso. La loi est déjà votée, mais elle est difficilement mise en exécution, en application. Mais il y a certaines choses qu'ils ont obtenues. Je prends un exemple concret. Chez nous, ce n'est pas dit. Mais par exemple, au Cameroun, il est dit 5%. Dans toutes les institutions, c'est réservé aux personnes avec handicap. Même dans l'administration, même dans le recrutement. Quand on recrute, on sait déjà que nous allons recruter par exemple 90% et les 10%, nous ne recruterons que des personnes avec handicap qui sont compétentes, qui peuvent travailler dans l'administration publique. Non, vous voyez, si la loi détermine... Encore qu'il faut en trouver, oui, encore qu'il faut en trouver, mais il y en a. Parce que lorsqu'on fait le tour dans la ville, il y en a. C'est vrai, beaucoup de personnes... la situation. C'est vrai, beaucoup de personnes avec handicap n'ont pas étudié. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais les personnes vivant avec handicap, capables de travailler, que moi je connais, elle est ingénieure, elle ne vous parle pas en détail. Moi, je l'ai vue à l'œuvre. C'est une dame qui veille aux travaux de grands édifices dans ces pays. Cette dame que vous voyez, elle est ingénieure en travaux publics. Elle est très forte. Et j'en connais comme ça de plusieurs, de médecins, personnes avec handicap, des excellents médecins. Pourquoi, malgré toutes ces associations qui vous entourent, pourquoi, malgré cette volonté que vous avez de faire entendre votre voix, pourquoi, malgré cet effort, bien que minoritaire, mais quand même c'est un pas du gouvernement, dans le sens de vouloir vous accompagner, malgré tous ces 6 mises en forme de cocktail, vous êtes toujours minoritaire. Pourquoi la question de handicap, la question de handicap, c'est vrai, ça intéresse aujourd'hui les institutions. Nous saluons vraiment ce que le chef de l'État avait donné comme impulsion. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Je prends un autre exemple. On a remis les bus à la ville de Kinshasa, les bus Transco, à l'entreprise Transco. Mais regardez un peu ce bus. Quelle est cette personne avec handicap qui peut y accéder? Pourquoi on n'en a pas tenu compte? Mais moi, je pense aujourd'hui, d'ailleurs, je l'ai dit dans une lettre ouverte qu'on a, dans une interpellation au Premier ministre, on doit nommer les personnes avec handicap dans le gouvernement aussi. Ça a été le cas, l'ancien gouvernement. Pourquoi? Oui, vous êtes senti moi, défendu, je me suis dit que d'abord ce ministère, non, ce n'est pas une fierté. Ce n'est pas une fierté. Pour moi, c'est une discrimination. Pourquoi? C'est une discrimination parce que c'est un ministère, d'abord, des personnes avec handicap. D'abord, la dénomination, là, ça pose problème. Pourquoi un ministère de personnes avec handicap et qui doit être impérativement dirigé par une personne vivant avec handicap? Mais c'est une discrimination. Au moment où l'article 49, Maître nous l'a rappelé tout à l'heure. Maître Cédric nous l'a rappelé tout à l'heure, la participation dont parle l'alinéa 2 de l'article 49 de la Constitution. Il s'agit de participer comment? Quand on dit participer, est-ce que cela veut dire que non, il faut à Gino a étudié pour être... Donc moi, j'ai fait les études d'étudier comment les personnes avec handicap doivent vivre dans la société. Non, je peux faire autre chose. Non, je ne salue... Excusez-moi vraiment. Excusez-moi, mais je ne salue pas ce ministère. Je préfère et j'ai demandé au Premier ministre qu'on doit supprimer ce ministère. Si on veut réellement matérialiser l'esprit de l'accord, de l'alinéa 2 de l'article 49 de la Constitution, on doit nommer les ministres, personnes avec handicap dans le gouvernement, qui occuperaient des ministères de manière confondue. Je n'ai pas parlé de... D'abord, revenir sur le plan des textes. Donc, depuis la déclaration de l'indépendance, on a mentionné beaucoup d'incises sur la protection des personnes vivant avec handicap. En 1990, encore au Conseil national souverain, on en a fait part. Mais depuis 2006, la Constitution, que je viens de citer, l'article 12 et 13, y compris 49, a vraiment martelé, a consacré cela comme protection. Mais il y a eu un retard de 2006 à 2015.
Mais depuis 2019, il y a quand même une avancée. Moi, j'ai salué cela au niveau du gouvernement, avec le président de la République, son Excellence, qui a nommé quand même, en termes de quotas que Madame disait tout à l'heure, a nommé quand même une personne vivant avec un handicap. Dans un ministère attitré. Donc, ça peut soulager un peu en ce qui concerne les quotas. Alors, pour revenir sur l'Assemblée nationale, la loi se trouve encore au niveau de l'Assemblée nationale. La loi n'a pas encore fini le travail au niveau... Vous avez frivolé une question majeure. Oui, puisque... Elle ne veut pas de ce ministère. Puisqu'il y a... Vous l'évoquez comme une avancée. En termes de quotas, d'ailleurs, je veux relier les deux. Pourquoi la loi traîne un peu au niveau de l'Assemblée nationale et le problème de Madame. Donc, il y a certains députés, il y a certains politiques qui pensent qu'aujourd'hui, faire passer une loi concernant les personnes vivant avec handicap, qui ne constitue qu'une seule vulnérabilité, susciterait aussi que l'on fasse des lois pour plusieurs autres vulnérabilités. Donc, les pygmées demain viendront aussi avec une proposition de loi. Ils ont leur loi déjà, d'ailleurs. On aura une loi encore pour les... On aura un ministère donc, des pygmées. Les jeunes aussi viendront. Les jeunes aussi viendront avec une loi qui va demander aussi des quotas, les pygmées des quotas et tout le monde des quotas. Alors que tout est déjà consacré au niveau de la Constitution. Mais il y a une solution. Là, que je ne suis pas d'accord avec Maître. Oui, je vais terminer. Il y a une solution. Là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que parmi les jeunes, il y a des personnes avec handicap. Parmi les pygmées, il y a des personnes avec handicap. Je suis d'accord. La question du handicap. Je suis d'accord. Non, je suis en train juste avec la question de jeunes. Non, je suis en train d'étaler la problématique. Oui, même parmi la problématique qui bloque. Il y a des personnes avec handicap. Moi, je suis femme. Je suis femme, mais je suis personne avec handicap. Donc, le handicap, c'est là, il ne faut pas... Moi, je dis, il ne faut pas comparer ce qu'il ne faut pas comparer. Quand on est jeune, on est jeune. Mais on ne peut pas avoir un ministère de jeunes tout simplement parce qu'on est jeune. Moi, je dis par rapport à la promotion, ce sont des personnes qui sont physiquement limitées dans les mouvements. Non, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Des personnes physiquement difficiles à participer dans la construction d'une société. C'est compréhensible quand vous essayez un peu de comparer avec les pygmées. Non, même parmi les pygmées, il y a des personnes avec handicap. Je suis en train, en fait, je vais venir à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Je dis ceci, la Constitution consacre la protection aux vulnérables, à la vulnérabilité. Oui. Donc, tout ce qui est vulnérable et tous ceux qui sont vulnérables doivent être protégés par la Constitution, notamment les personnes vivant avec un handicap. Alors, j'ai dit ici que c'est la magie de l'article 49, et je pense peut-être que, je ne sais pas si c'est encore députée ou sénatrice, Madame Ève Bazaïba, députée nationale. Donc, l'article 49 de la Constitution demande à ce qu'il y ait une loi organique. C'est une loi, au fait, qui permet l'activité, la pratique de ce qui est dit. Donc, c'est-à-dire l'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation inclusive, l'accès à la vie professionnelle. Donc, la vulnérabilité aujourd'hui... Une question, je m'en voudrais si je ne vous la pose pas. Peut-on aujourd'hui compter que sur la loi congolaise pour résoudre la question de personnes vivant avec handicap? Là, je veux un peu quitter ma casquette de juriste, puisque je vous ai dit tantôt que je suis aussi membre de l'ONG Hope for Handicap. Moi, j'estime que le vrai handicap est social. Le handicap n'est pas physique, mental ou intellectuel. On est dans les pistes de solution. Est-ce que l'on peut espérer que sur la loi? Je suis en fait en train d'y arriver. Et donc, le vrai handicap est social. C'est cette difficulté, cette incapacité qu'a la société, qu'a l'autre d'accepter la faiblesse ou le manquement de l'autre en face de lui. Puisque tous, on a un handicap. Tu es limité quelque part, peut-être pas physiquement, intellectuellement, il y a des choses que tu ne fais pas. Mais parce qu'on a dit que tu es intelligente, les coefficients intellectuels est normal, mais tu as quand même des limites quelque part. Mais cette stigmatisation peut être vaincue que par la personne, au-delà de la loi. On a quitté le stade de la loi. Nous avons vu que la loi a bien sûr consacré, mais dans la pratique, ça pose problème. La loi manifeste ses faiblesses. La loi a sa force, mais ceux qui exercent la loi n'ont pas encore exercé cette force-là. Le problème au niveau de la pratique. Qui doit faire? Mais pour que les personnes vivant avec handicap ont besoin du soutien aussi de ceux qui se disent valides. Parce que pour moi, tous, on est handicapés. Donc, ils ont besoin du soutien de ceux qui sont aussi valides, les accepter, les intégrer. Je sens une contradiction en vous lorsque vous parlez de soutien
de ceux qui sont valides. En même temps, vous brandissez que nous sommes tous handicapés. J'ai dit de tous ceux qui se disent. Nous avons tous un handicap. Comment être valide? Parce que et avoir un ici, handicap il y a deux camps. Ici, il y a deux camps. Je suis en face de madame. Je pense qu'elle est handicapée. Parce que je vois que c'est physiquement. Mais j'ai des limites peut-être qu'elle peut dépasser. Ah, pour vous, toute limite est un handicap. Bien sûr, pour moi. Merci. Donc, pour finir. Donc, je dis qu'il y a deux camps. Donc, il faut que ceux qui se disent, ceux qui pensent qu'ils sont valides, puissent accepter les invalides. Voilà, c'est déjà... Voilà, c'est apparemment valide. Alors, madame, je vais vous poser deux petites questions. Quelles sont les revendications principales? Vous êtes des femmes vivant avec handicap, pour leur promotion dans cette démarche de vouloir contribuer comme actrice au développement de la République démocratique du Congo. Comment faire pour vous rendre utile, vous, les femmes vivant avec handicap, particulièrement? Bon, pour nous rendre utiles, je pense que il y a d'abord la société, je l'ai dit, la famille d'abord, mais il y a un combat de la femme déjà qui est connu. Et nous associons au combat de la femme pour nous faire accepter dans la société. Mais d'un autre côté, il y a la loi sur les personnes avec handicap aussi qui est là. Et cette loi, nous voudrions et nous souhaitons que ça soit mis en application. Mais avant que ça soit mis en application, il faut que ça soit une loi qui répond directement aux attentes de personnes vivant avec handicap. Parce que quand on parle de personnes vivant avec handicap, il n'y a pas que les femmes. C'est vrai, aujourd'hui, l'émission est consacrée à nous d'abord femmes, mais nous, en tout cas, nous nous associons aux autres femmes qui mènent le combat pour la promotion, la protection de la femme ici en République démocratique du Congo, puisque nous faisons partie de cette catégorie des Congolais. Mais nous voulons à ce que nous bénéficions d'abord de ces droits, mais en même temps que l'on puisse aussi mettre en place, voter la loi des personnes avec handicap, parce que c'est cette loi qui va déterminer la mise en application de l'article, qui va mettre en musique, en quelque sorte, l'article 49 dans son alinéa 2. Tout à l'heure, j'ai donné des exemples là où la loi sur les personnes handicapées est vraiment appliquée. Par exemple, au Niger, parce que là, j'ai confondu le pays. Au Niger, par exemple, la loi est appliquée à la lettre. Donc, comme je le disais, quand on recrute dans l'administration, au sein de l'administration publique, on réserve un pourcentage pour les personnes avec handicap. Et au Cameroun aussi, la loi est appliquée. On doit s'inspirer oui, au Cameroun, par exemple, on donne la chance à tout le monde d'étudier et aussi aux personnes avec handicap. Parce que vous savez, les personnes avec handicap proviennent, la majorité des familles démunies. Alors, on leur donne aussi la chance d'étudier. Donc, c'est-à-dire, on leur accorde des réductions, des frais académiques pour que ces personnes-là puissent aussi... étudier, faire les universités, je ne sais pas, ainsi de suite. Donc, ce sont là nos revendications et aussi les revendications directes, je le dirais, par rapport au contexte actuel sur la formation du gouvernement. Nous avons dit qu'on puisse maintenir le département en charge de personnes avec handicap, pas le ministère, parce qu'une division au niveau de l'administration des affaires sociales, ça existait toujours. Qu'on puisse continuer avec ces départements, mais qu'on puisse fusionner, si on veut garder ces ministères de personnes avec handicap, qu'on puisse le fusionner avec un autre ministère d'aspect humanitaire, comme par exemple les affaires sociales, comme par exemple les affaires humanitaires, je ne sais pas, mais là-dedans, ils vont voir comment ils vont... Et pas nécessairement une personne vivant avec handicap. Mais pourquoi? Et puis nous avons même proposé le nom, pour aller un peu plus loin. Nous avons dit on peut l'appeler ministère de l'égalité des chances. Merci. Pourquoi pas? Parce que nous nous considérons tous égaux, nous avons le même droit selon l'article 12 que Maître nous a rappelé tout à l'heure. Merci Madame Déborah Mbouako. Je vous ai senti très calme pendant qu'elle parlait. Et vous serez face à des milliers de ces femmes vivant avec handicap. Aujourd'hui, en faisant le tour dans la ville, vous remarquerez, ce sont beaucoup plus elles qui font la mendicité. Elles sont dans une débrouillardise qui ne dit pas son nom. Elles sont aujourd'hui presque réduites à moins que rien. Elles se battent au-delà de leurs efforts pour nourrir leur famille. Quel est le message que vous pouvez donner à ces femmes qui se sentent réprimandées par la société?
Puisque vous avez réussi à gagner votre vie. Quel message donnez-vous à ces femmes en regardant cette caméra qui est en face de vous? Oui, d'abord, je leur dis, il faudrait qu'elles s'acceptent. Parce que l'handicap est déjà dans leur corps. Maintenant, ça peut être une charge, mais une charge qui ne doit pas les retarder. Mais qu'une charge, elles doivent marcher avec. Donc, comme je disais, ça fait partie des données. Donc, quand ils vont chercher à résoudre des problèmes pour aller, que ça fasse partie des données, donc ça ne va pas les retarder. Donc, je les encourage de s'accepter. Et puis, les contraintes que nous retrouvons dans la vie, dans la société, la façon dont les gens sont en train de nous trouver comme inférieurs, que ça ne puisse pas nous décourager. Nous avons des compétences. Nous nous connaissons. Quand tu sais que tu as telle compétence, en tout cas, travaille sur ta compétence pour aller en avant. Et c'est possible. C'est possible. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je pense qu'on pourra revenir prochainement pour y apporter plus de précisions. Je vois que Maître Cédric est resté sur sa soif. L'opportunité sera présentée prochainement, ne vous en faites pas. Merci pour cette participation. En une seconde, vous avez à dire? Oui, une seconde. Surtout, c'est un plaisir. Mais je voulais préciser qu'il y a vraiment un effort, madame, qu'il ne faut pas négliger au niveau du gouvernement. Avec, voilà, c'est vraiment un grand effort avec la nomination d'une personne avec handicap. Je me souviens, il y a 10 ans, on a pensé à cela, ce n'était pas fait. Les gens au niveau de notre ONG ont sollicité, mais ce n'était pas fait. Espérons aussi qu'avec le Premier ministre qui vient d'arriver, nous aurons plus d'inclusivité en ce qui concerne les personnes avec handicap. Merci beaucoup. Mais pas avec le ministère des personnes avec handicap. Le message est passé. La dénomination peut changer, ça ne dérange pas. Le message est passé. Mais il faut que nous ayons des personnes avec handicap. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Le message est passé. Je pense que le Premier ministre, Sama Lukonde, est en train de nous suivre en ce moment-ci et il a peut-être une oreille attentive à ce qui a été dit à travers cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était donc cette émission Moi-ci pour vous. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.